Bonsoir à toutes et à tous et mille merci d'être ici avec nous ce soir. Pour cette première causerie sous le chapeau de la grande thématique impact positif, je rappelle, j'en profite pour faire un petit mémo sur le campus. Le campus, c'est 3 grandes thématiques, 3 rendez-vous par mois. Les 3 grandes thématiques impact positif comme ce soir, empowerment et également développement personnel sous 2 formats. Format causerie, donc c'est ce qu'on va vivre ce soir ensemble, et également format atelier. On en a un la semaine prochaine, je vous en dirai un peu plus à la fin de la soirée. Ce que je voulais aussi vous rappeler, c'est qu'il y a 15 jours maintenant, le 7 septembre dernier, on accueillait notre première causerie avec Céline, Élise et Floriane. On a parlé de la rentrée 2021 vers des possibles et au-delà. Et on a évoqué ensemble et sans filtre ce que la période qu'on vit actuellement, depuis 20 mois déjà, a suscité, voire bousculé en nous. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu, et il y a toujours beaucoup de doutes, d'inquiétudes, d'envie, de convictions parfois. Des convictions qui ont émergé notamment autour de nos vies professionnelles, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendante, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit sans emploi. Je crois que plus que jamais, on questionne le sens du travail et le sens au travail et que germe aussi de manière assez significative le besoin de se sentir utile et de s'orienter vers une transition professionnelle en faveur de ce qu'on appelle la transition sociétale et environnementale, à la recherche de plus de sens, encore une fois, de plus d'impact dans une démarche individuelle mais aussi collective, tournée vers les autres, pour la société et puis pour le monde aussi de manière plus large. Une fois qu'on s'est dit ça, comment on fait? Par quoi je commence? Est-ce que finalement c'est accessible à mon niveau, à mon petit niveau parfois on se dit, ou est-ce que c'est réservé aux écolos, aux activistes, aux militantes, aux personnes de pouvoir, aux personnes d'influence? Je vous propose ce soir tout simplement de donner une bonne dose, de mettre une bonne dose d'impact dans vos vies professionnelles avec 3 femmes exceptionnelles. J'ai autour de moi Claire Petro, qui est créatrice des Pépites Vertes, Souba Brunel, qui est cofondatrice des Impactrices, et également Hélène de Vestel, qui est fondatrice d'Edeni. Claire n'est pas venue toute seule, elle est venue avec une pépite qui est dans le public, qui est là. Salut Emma. Emma, récente salariée de TerraCycle, tu m'as dit qu'on disait TerraCycle, et qui est là avec nous ce soir, et c'est super parce qu'on en profitera pour solliciter ton témoignage tout au long de cette causerie. Je rappelle aussi qu'à la fin de la causerie, on se prendra un temps d'échange, donc n'hésitez pas à vraiment poser toutes vos questions, c'est le moment. Et puis, dans quelques jours, on mettra à disposition le replay. Vous découvrirez aussi une petite interview très sympathique de Hélène Souba et Claire qui se sont prêtées à l'exercice, et merci pour ça. Et pour démarrer, et vous laisser la parole, on a essayé la dernière fois le format classique du pitch, mais au final, c'est une valeur sûre. Donc, je me suis dit, gardons les recettes qui marchent, on va réitérer l'exercice. Donc, c'est le pitch. En gros, vous avez 3-4 minutes chacune pour vous présenter. Dites-nous tout ou presque tout ce qu'on doit savoir sur vous. Qui commence? Il faut toujours quelqu'un qui se lance. Et je ne vais pas désigner, je vais être sympa. Allez, je me lance parce que j'ai le micro. Je m'appelle Hélène, je suis fondatrice du collectif Edeni, qui est un organisme de formation de la transition professionnelle et écologique. Et dans écologie, pour nous, c'est forcément holistique, c'est-à-dire que ça contient aussi l'éthique et aussi le social. Voilà, c'est vraiment très important. Et la santé aussi. Donc vraiment, cette approche très globale, pour moi, elle est évidente. C'est la cohérence, c'est vraiment la base de ma vie au quotidien. Dans ma vie personnelle comme ma vie professionnelle, c'est essayer de chercher un peu plus de cohérence, que ce soit via la danse, que ce soit via le sport, que ce soit via les relations sociales, etc. Donc toujours se poser la question, non pas de faire parfaitement, parce que c'est impossible, et surtout on ne peut pas porter une telle responsabilité, personne n'est Superman ni Superwoman. Donc il n'y a pas de perfection. En revanche, on peut éviter de faire 8 pas en avant sur un sujet et d'en faire 10 en arrière sur un autre. Donc voilà, ça peut être dans toutes vos actions, les plus infimes soient-elles. Souvent, il y a des personnes qui me demandent comment ils peuvent faire pour travailler dans l'écologie. Ça ne veut rien dire, travailler dans l'écologie.
il y a des métiers qui vont être soutenables pour l'écologie et d'autres non. Mais on peut être très bien un super résistant et avoir exfiltré des documents en interne pour être lanceur d'alerte dans un grand groupe et réfréner au maximum toutes les actions néfastes, comme on peut s'investir à fond dans une association ou travailler dans des métiers extrêmement manuels, utiles, de la nourriture, etc. Donc voilà un peu pour ce qu'on essaie de transmettre en tout cas chez Edeni pour les organisations comme pour les particuliers. Je me permets parce que ton histoire du coup pour avoir échangé avec toi, maintenant je la connais plus dans le détail. Je trouverais ça hyper intéressant que tu puisses nous partager rapidement dans les grandes lignes ta trajectoire parce que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Donc est-ce que tu peux juste nous refaire l'histoire de quelque part ta trajectoire et ton propre cheminement professionnel? Olé, ok. Alors 23 janvier 90, je nais, je crie, je vois la lumière, voilà. Ensuite, 2012, je parcours un peu le monde. Voilà, j'avais un projet, j'aidais une association qui donnait des cours de français à des réfugiés mineurs pour qu'ils puissent apprendre le français. Voilà, donc j'ai parcouru une soixantaine de pays dans le monde entier, à chaque fois à la recherche de pédagogie, de matériel aussi pour pouvoir aider ces enfants. Ensuite, je suis revenue, j'ai été consultante en stratégie, on va dire, dans un grand groupe. J'ai travaillé sur des notions d'antiterrorisme. C'était un milieu très masculin, très mascu, très oppressant. Ensuite, j'ai travaillé en tant que conseillère du ministre de la modernisation du gouvernement argentin. Donc, d'où mes petits Ni Una Menos, voilà, mon premier collectif vraiment de cœur en Argentine, puisque je suis... Voilà, j'ai beaucoup de liens avec l'Argentine. Et puis, de là-bas, j'ai créé une association, Edeni, donc, qui était une association qui œuvrait pour d'abord des petites formations autour du zéro déchet dans un bidonville qui s'appelle la Villa 31 à Buenos Aires. Et ça a tellement bien fonctionné. Et puis surtout, on poussait tellement l'autonomie des gens de dire « mais arrêtez d'acheter à des marques qui n'en ont rien à faire de vous, si ce n'est que de vous ponctionner le peu d'argent que vous ayez. » Et puis retrouver la fierté d'être autonome, d'avoir une petite parcelle en permaculture, de réutiliser des huiles, d'en faire du savon, etc. Au final, ça a pris de l'ampleur. Et je me suis dit, j'ai pas envie de reproduire le phénomène un peu de la Barbie humanitaire blanche qui vient donner des conseils. J'étais aussi dans toute cette déconstruction de colonialisme culturel et matériel. Et donc, je suis revenue en France, où le terrain aussi est beaucoup plus favorable à l'éducation autour de l'écologie, parce que plus on est riche, plus on consomme, plus on pollue. Et donc, la première des pollutions, elle est vraiment auprès des 10% les plus favorisés sur la planète, dont la France, et pas des personnes... Voilà, même un Bangladesh qui, comme 2 milliards de personnes sur cette planète, n'ont pas accès à des toilettes saines et qui feraient ses besoins dans un sachet plastique et qu'ils jettent dans une rivière, évidemment que c'est aberrant, que c'est horrible, que c'est pas du tout écologique. Mais quand bien même ça, c'est... rien du tout, enfin, c'est 10 fois moins important que la consommation d'une bobo parisienne qui fait tout à vélo, qui est végane comme moi, zéro déchet, parce que j'ai un ordinateur, j'ai une connexion Internet, j'ai une certaine forme de consommation qui fait que commençons par nous, sans culpabilisation, mais avec responsabilisation, enthousiasme, curiosité, radicalité et bienveillance. J'aime beaucoup. Ceci est une punchline. Souba. Alors, moi, je vais vous éviter quand je suis née, où je suis née et comment j'ai crié. Donc, je m'appelle Souba Manoaran Brunel. Je suis la cofondatrice de l'association Les Impactrices, une communauté de femmes actrices du changement qui vise à inspirer, connecter et accompagner en fait ses membres dans leurs projets à impact. Donc rapidement, mon parcours, je vais directement aller peut-être en 2006, où j'ai atterri dans une école de commerce, je ne sais pas ce que je foutais là. Et parce qu'à 19 ans, on nous dit qu'est-ce que tu veux faire voilà, école de commerce, bref. Et quelques semaines après la rentrée, en fait, il y a eu un exercice qu'on a fait avec notre classe. Et en gros, le professeur avait divisé notre classe en plusieurs groupes de 4-5 personnes pour chaque groupe. Et donc, chaque groupe, en gros, représentait une entreprise. Et sur le grand tableau, il y avait la map monde. Et en fait, durant toute la matinée, chaque heure représentait une année. Et l'objectif, en fait, de cette
exercice business case, c'était d'être le plus rentable possible. Et donc, tout le monde s'affairait à dire « Alors, du coup, je vais produire mon produit là-bas, en Chine ou en Asie ou en Indonésie, etc. Nanana, on va le consommer là, on va le packager là, et puis on va faire ça. Et puis au recyclage, on s'en fout, on ne sait pas ce que c'est, etc. » Et donc, du coup, moi, j'étais dans mon groupe de travail et j'étais complètement sidérée. J'étais dans la sidération. Je ne savais pas ce qui se passait en moi, mais je savais que c'était pas quelque chose, en fait, qui me parlait. Et c'était même quelque chose qui allait contre mes valeurs, en fait, que mes parents m'ont transmise, etc. Et je n'avais pas les mots pour conscientiser pourquoi je n'allais pas bien à ce moment. Quelques semaines après, j'étais en train de dire, bon, je vais partir de l'école de commerce, etc. Et heureusement, dans cette école, ils nous proposaient en fait un projet d'école avec une entreprise où il fallait faire un audit environnemental. Clairement, je ne connaissais pas du tout le sujet. C'était en 2006, donc la RSE, etc., ce n'était pas du tout à la mode. Et je fais, alors allons-y. Alors, dans l'école de commerce, le fait que ce soit un audit environnemental, c'était juste une excuse pour pouvoir faire nos premiers pas en entreprise et travailler en groupe. Mais c'était vraiment une opportunité pour moi exceptionnelle parce que c'est là que j'ai compris que, en fait, je peux trouver en entreprise quelque chose qui me parle, qui est aligné avec mes valeurs, etc. Et donc, j'ai suivi mon intuition et je suis allée dans ce domaine-là en 2006, dans tout ce qui était RSE. À ce moment-là, c'était que du juridique et de la conformité. Ensuite, ça s'est déployé jusqu'à ce que, voilà, c'est la RSE d'aujourd'hui. Mais voilà, j'ai suivi vraiment mon intuition. Donc ça, je pense que ça va revenir plusieurs fois dans la discussion, la causerie d'aujourd'hui, suivre son intuition. Et donc, du coup, quelques années après, donc j'ai continué dans cette multinationale-là. Du coup, jusqu'à directrice RSE. Et en fait, je rebondis sur ce que disait Hélène, c'était dans l'industrie, donc très masculin. Il y avait au comité de direction, on était 2 femmes sur 14 personnes, etc. Donc voilà, c'était oppressant, ouais, c'était un peu le mot. Et donc, à ce moment-là, c'était en 2012, il y avait des réglementations qui étaient strictes, qui étaient devenues de plus en plus strictes en termes de RSE. J'étais enceinte. Et en gros, il y a eu des enjeux sur lesquels j'étais pas en accord. C'était pas mes valeurs, ça allait vraiment contre mes valeurs. Et je pouvais pas cautionner, d'autant plus que j'étais enceinte. Ça voudrait dire que je cautionnais en fait le monde dans lequel allait vivre mon fils, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai un peu posé les questions là où il fallait pas. Et donc, bref, retour de congé mat, pas super top. Je pense que c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Et j'ai vécu mon burn-out. On est en 2018 à ce moment-là. Et donc, de cette épreuve-là, il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'injustice, de colère, etc. Beaucoup de sentiments forts que j'ai transformés en me mettant à mon compte dans un premier temps. Du coup, en devenant consultante RSE, etc. Donc, dans l'entrepreneuriat à impact, en montant ma société d'investissement spécialisée dans la transition, l'association Les Impactrices, donc la communauté, pour créer une communauté en fait pour s'empouvoirer entre femmes. Et du coup, voilà, j'ai investi à l'espace public comme là je fais en tenant le micro aujourd'hui, l'espace politique aussi. Et en gros, l'enjeu, c'est pour moi de mettre toutes mes compétences, mon expérience, mon argent, ma voix au service de la transition écologique et sociétale avec mes moyens, avec ma vision aussi. Donc voilà. Et d'ailleurs, je remercie chez Simone de donner l'opportunité à des voix et des profils différents de parler de ces sujets-là. Merci à toi et merci à toutes les trois. Claire, je crois que c'est à toi. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Claire Pétro, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Segré, une petite ville dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Et j'aime bien repartir de là où je viens parce qu'en fait, mon engagement, il est vraiment né dans cette petite ville-là qui ne bougeait pas beaucoup, que moi, j'avais envie d'animer. Donc, dès mes 15 ans, j'étais très engagée associativement. Ensuite, j'ai fait mes études, je suis montée à Paris. Pareil, très engagée associativement, surtout dans le sport. Et puis, en fait, l'opportunité est arrivée enfin de faire des premiers stages. Et là, c'est là que pour moi, ça a commencé à faire mes petits déclics. J'ai commencé par un premier stage au Dranche. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un média qui propose du pour et du contre à chaque sujet traité. Et à ce moment-là, j'étais incubée. Du coup, on était incubé chez Make Sense, qui est une structure qui accompagne du coup les structures de l'entrepreneuriat social et solidaire.
Et de fil en aiguille, je suis devenue aussi stagiaire à la Ruche qui dit oui, qui est une structure qui connecte des agriculteurs et des consommateurs. Et puis enfin, j'ai fait un dernier stage dans l'économie circulaire en collectant les biodéchets des restaurateurs de la ville d'Angers pour en faire du compost. Et j'ai terminé enfin mes expériences à Change Now en étant devenue pendant 3 ans, les 3 dernières années de ma vie, responsable de la communication. Et Change Now, c'est un grand événement qui réunit beaucoup d'innovations pour la planète. Et en fait, comment je vous le raconte aujourd'hui, je le racontais déjà sur tous mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Et du coup, je recevais énormément de messages de jeunes qui me demandaient « Mais très chouette, tous tes stages, super ton CV, mais comment on fait en fait pour s'engager sur ces métiers-là qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les compétences qu'on doit développer ?» Et je me suis dit, c'est bizarre qu'il y ait autant de questions. Est-ce que c'est qu'il manque du contenu? C'est qu'il manque du coaching? Et en fait, je me suis dit, bon, bah, moi, à l'inverse, je vois plein de jeunes qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc, j'ai envie de leur donner la parole pour essayer d'aider un peu les gens à comprendre quel type de métier existe. Du coup, je suis partie pendant 3 semaines avec un carnet, un skate et un sac à dos en me disant, quand je reviens, il faut que j'ai trouvé une idée pour aider ces jeunes qui m'écrivent. Et c'est là que sont nées, du coup, l'été dernier, les Pépites Vertes, qui est donc le média qui donne la parole aux jeunes professionnels de la transition écologique. Et puis, du coup, pendant toute l'année dernière, on a collecté les témoignages de 200 jeunes qui travaillent dans la transition, dans des métiers très, très larges. Ça va de l'économie circulaire à la protection de la biodiversité. Oui. Qu'est-ce que tu appelles par jeune? Jeune, du coup, c'est 4 ans après la sortie de ses études. C'est à peu près la définition d'un junior dans une entreprise. Et donc, c'est vraiment, par contre, sorti de sa formation. Donc, on ne met pas trop en lumière de profil stagiaire. Et donc, voilà, on a donné la parole à ces juniors, si tu préfères, qu'on a contactés toute l'année. Et pour finir, du coup, on a essayé de comprendre comment est-ce qu'on pouvait les aider eux aussi, parce qu'on avait aidé les étudiants à avoir des idées de métier. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'ils avaient envie de se connecter, de se former. Et donc, il y a 2 semaines, on a lancé le Club des Pépites, qui est donc un réseau national de jeunes salariés de la transition écologique. Et dans ce cadre-là, j'ai la chance de pouvoir du coup inviter parfois des pépites à me rejoindre quand on me donne l'opportunité de prendre la parole sur ces sujets-là. Donc, très contente d'être accompagnée d'Emma aujourd'hui. Merci beaucoup. Encore une fois, on t'entendra tout à l'heure, Emma, nous partager ta propre expérience. Alors, c'est vrai que généralement, quand on parle de transition professionnelle liée plus spécifiquement à la transition sociétale et environnementale, on lit pas mal de choses dans les articles, les médias, autour de nous, etc. Donc, j'ai décidé de faire une rubrique « Réalité ou idées reçues ». Comme ça, une bonne fois pour toutes, on en parle et on traite les sujets. Donc, partons du principe que opérer sa transition professionnelle et s'orienter vers un job à impact, est-ce que c'est... Vous avez des petits panneaux. C'est le moment de les sortir. Est-ce que c'est plus facile pour une personne... Alors, on va englober génération Y, Z, millennials, que pour un senior ou une senior. Est-ce que c'est plus facile pour une personne de la génération Y, Z, millennials que pour un senior ou une senior? Réalité ou idée reçue? De transitionner ou de transitionner dans la transition écologique? Dans les métiers à impact, dans la transition écologique et environnement. Ça veut dire quoi, senior? Parce que ça veut dire vieux, Oui, d'accord. On va, d'accord, très bien. Non mais c'est vrai. Alors, dans l'entreprise aujourd'hui, on considère une personne comme senior à partir de 45 ans de mémoire. Attention, je lance le chrono. Est-ce que c'est bon? Oui. Ah, réalité. Ah oui, Claire, on t'écoute. Sinon, il n'y a pas de débat. Sur le fond, je pense effectivement, et je vous laisserai développer les arguments, que c'est quand même un peu plus facile. Mais je tiens quand même à dire et à souligner l'état des jeunes qui m'écrivent, des jeunes étudiants qui m'écrivent vraiment mais perdus et dans un sentiment d'éco-anxiété très grand, avec l'impression qu'ils ont la responsabilité de trouver le job parfait qui permettra de sauver le monde. Et je reçois vraiment sincèrement énormément de messages. Donc en ça, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer
la pression qui est mise sur les jeunes qui sortent de leurs études, avec les attentes d'un côté de leur formation, on leur dit continuez sur cette voie traditionnelle, etc., leurs parents, vs leurs aspirations. Donc en ça, je pense que c'est une réalité et que ça reste difficile, même pour les juniors qui s'engagent et qui s'insèrent sur le marché professionnel. Idée reçue, Souba et Hélène? Moi, j'ai longtemps hésité parce que je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, c'est plus parlant ou plus accessible pour les jeunes. Et je rebondis vraiment sur l'idée de Claire parce qu'ils et elles ressentent une urgence à agir. Parce qu'ils sont nés dans un climat avec les informations tous les jours, comme quoi la Terre va mal, le taux de chômage explose. Et donc, c'est vraiment un climat très anxiogène, comme tu le dis. Donc, ils ressentent vraiment cette urgence à agir. Et donc, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est plus facile le mot, mais en tout cas, c'est plus accessible pour eux de se dire OK, en fait, je n'ai pas le choix. On nous dit cette citation qui est on est la dernière génération à pouvoir changer les choses aussi. Donc, c'est ça qu'on porte, qu'ils et elles portent sur leurs épaules. Et donc, du coup, en ça, c'est plus facile pour eux. C'est en tout cas plus accessible pour eux de comprendre tout ce paradigme, de comprendre en fait ces enjeux et de vouloir agir parce qu'ils ont cette urgence à agir. Et en fait, j'ai dit idée reçue dans le sens où c'est pas impossible non plus. 45 ans, c'est chaud, senior à 45 ans. Dans le contexte de l'entreprise. Oui, dans le contexte de l'entreprise. Mais c'est pour dire que en fait. En effet, les personnes, ça reste des êtres humains, des profils différents, etc. Et qu'en fait, quand ils comprennent les enjeux, on a aussi besoin de leur potentiel intellectuel et créatif aussi pour trouver les solutions innovantes. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis c'est pas impossible non plus. Hélène, tu veux compléter? Oui, rapidement. Alors, est-ce que c'est plus difficile pour un senior ou pas? La réponse, en règle générale, est oui. On le sait, tous les chiffres le montrent, c'est plus simple. Parce que je rappelle que vous, avec le collectif Edini, vous intervenez en entreprise pour former justement les salariés, les collaborateurs. Exactement. Et donc, on a vraiment de tous les âges. Et alors, vraiment, nous, sur le collectif Edeni, alors en organisation, c'est vrai qu'on a tous les panels parce que ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle on intervient. Mais quand on a des personnes qui viennent dans notre organisme de formation, qui sont souvent d'ailleurs financés par Pôle emploi, qui sont vraiment en reconversion totale, on a vraiment 70% de femmes, 30% d'hommes. Donc la différence se situe plutôt ça que sur l'âge. Après, l'âge, ça varie. Bon, comme tout métier de la transition professionnelle, on est quand même plus entre 30 et 40 ans. Mais on a toutes les classes socio-professionnelles. Mais c'est vrai que dans les seniors, comme tu les as définis tout à l'heure, c'est plus difficile pour deux raisons très pragmatiques. La première, c'est qu'on a plus à perdre. On a accumulé plus de possessions matérielles, on a plus de prêts, on a une famille, etc. Donc c'est forcément plus compliqué de remettre quelque part sa vie professionnelle en jeu. La deuxième raison, c'est une raison d'ordre neuroscientifique. On a plus de biais accumulés. C'est pour ça d'ailleurs que d'un point de vue politique, il y a des vrais débats qui se posent de dire en fait à partir de 45 ans, c'est souvent l'âge qui est annoncé, on ne devrait plus voter parce qu'on devrait être des sages, mais il y a beaucoup de sociétés tribales en fait où ça se passe comme ça, où en fait on a les personnes qui ont le plus d'expérience, qui sont le plus âgées, qui sont les sages du village qu'on va consulter, mais c'est pas eux qui in fine on le vote parce que qu'on le veuille ou non, plus on avance dans notre expérience de vie et plus on a des biais cognitifs qui conditionnent un peu notre raisonnement et on a du mal à accueillir la nouveauté. Et du coup, pour la transition professionnelle, c'est pareil. En revanche, là où c'est une idée reçue, c'est sur la précision dans la transition écologique. Là, absolument pas. On a beaucoup de jeunes, et j'en fais partie. On est sur Instagram, sur nos réseaux sociaux. On a trop de confort quelque part et on a du mal à se remettre dans quelque chose d'inconfortable, de pénible. On ne voit que les sociétés du service, que ce qu'on nous vend en permanence sur les réseaux sociaux, alors qu'on a besoin de personnes qui sont capables de mettre les mains dans la terre, d'avoir des métiers manuels, parfois pénibles, etc. Et ça, les seniors sont plutôt des très bons candidats pour ces métiers de reconversion, que ce soit autour du low-tech, que ce soit du maraîchage, etc. Allez, autre réalité ou idée reçue, les jobs à impact, c'est un truc d'utopiste.
Ok, vous êtes plutôt d'accord entre vous. Est-ce que vous voulez compléter ? Bon, en une phrase, l'utopie maintenant, elle est du côté de ceux qui pensent qu'on va pouvoir continuer comme ça sans rien changer. Donc c'est pas utopiste, c'est réaliste. Ok, je crois que c'est partagé. Tu m'as volé ma phrase. Non, je rigole. Oui, mais non, c'était exactement ça. C'est l'utopie, c'est vraiment de croire qu'on peut, que ce modèle économique est encore soutenable, que ce modèle de réussite est encore viable. Donc le fait d'avoir une croissance infinie alors que la planète a des ressources finies. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est utopiste. Et au contraire, c'est vraiment logique et nécessaire d'investir en fait tout ce qui est job et à impact et place dans sa transition, quoi. Et juste pour terminer, moi je discute un petit peu avec l'ONICEP qui fournit du coup des contenus pour les jeunes sur les métiers, les nouvelles compétences, etc. Et Frédéric, la DG, je lui disais les nouveaux métiers, elle me disait mais en fait c'est pas le sujet les nouveaux métiers, il y a déjà énormément de métiers qui sont à transformer et à adapter. Donc c'est pas une utopie, c'est plutôt une urgence de transformation. Ça existe déjà et je pense qu'on aura l'occasion d'en évoquer certains, mais au Pépite, vous allez trouver aussi bien des gens qui travaillent dans des formats plutôt start-up, d'autres dans des formats plutôt grands groupes, d'autres dans des ONG, d'autres dans le public. Et si vous croyez encore que c'est une utopie, il suffit d'aller regarder la liste de toutes les pépites qu'on a sur le site internet pour pouvoir se rendre compte que c'est ultra divers ces métiers à impact. Alors, autre réalité ou idée reçue, c'est un sujet dont on a parlé ensemble avec Hélène au téléphone et ça me semblait important de le poser ici. Faire sa transition professionnelle dans la transition écologique, ça veut forcément dire tout lâcher. Qui veut prendre la parole ? Non, mais moi, j'ai commencé ma carrière dans la transition, donc je ne suis pas la meilleure personne pour parler de transition. Donc, est-ce qu'il faut tout lâcher ? Non. Moi, je reviens à ce qui fait aussi, en fait, c'est un mantra chez les impactrices, c'est la pluralité. De toute façon, il faut une pluralité de profils et du coup, une pluralité de solutions et là, on parle de job à impact, donc de profils pour les jobs à impact. Donc oui, il y a des personnes qui lâchent tout et c'est un peu cette narration idéaliste peut-être de tout lâcher, d'aller élever des moutons dans le Larzac. Faire de la permaculture, je caricature. Ou faire de la permaculture, etc. Déjà, c'est pas accessible à tout le monde. Ça ne parle pas à tout le monde non plus. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas sa place. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on porte chez les impactrices, c'est vraiment cette pluralité de profils, de par nos expériences aussi. Et c'est cette pluralité dont on a besoin aussi pour trouver des solutions innovantes pour relever le défi climat. Donc, non, pas besoin de tout lâcher. Il y a des profils, oui, qui existent. Il y a des storytelling très bien aussi sur ce sujet, mais il y a tellement d'autres profils à mettre en avant également. Non, mais surtout que ce storytelling de tout lâcher, c'est vraiment que du storytelling, quoi. Ça veut rien dire. On quitte pas d'où on vient, où on est né, sa famille, ses amis. On a accumulé de l'expérience et il faudrait vraiment être totalement folle ou fou pour faire table rase de tout ça, alors qu'on a acquis des compétences qu'on a, voilà. Et encore une fois, on est dans l'urgence, donc on n'a pas de temps à perdre de systématiquement repartir à zéro. Puis en réalité, en général, on est tellement pétri d'un déterminisme social très fort. Voilà, c'est les seules personnes qui pourraient vraiment tout lâcher, c'est des personnes qui n'ont rien à perdre, mais c'est pas celles qui vont dire ça. En général, ceux qui disent ça, c'est des personnes qui ont toute leur famille multimillionnaire, voilà, déjà aidées, déjà financées dans leur start-up. Ils disent « Oh, j'ai tout lâché pour me lancer un truc à impact. » Bon, d'accord. Donc, c'est un peu indécent, souvent. Et puis surtout, ça n'évoque pas la réalité du fait qu'encore une fois, on est dans l'urgence et on a besoin de tout le monde partout. Donc, si on est dans un grand groupe, moi par exemple, j'ai des amis qui travaillent chez EDF, des ingénieurs voilà, avec une super carrière qui travaillent dans les énergies renouvelables, ils sabotent des nouveaux trucs offshore, d'éoliennes ultra polluantes, inutiles, etc., qui émettent encore plus de CO2 sur toute leur durée de vie qu'à l'usage. Et donc, ils sabotent ça au maximum. Ils font le minimum du temps possible. Ils sont délégués syndicaux pour être invirables.
Et en fait, sur leur temps libre, c'est pas qu'ils se tournent les pouces, et qu'ils essaient de voler l'entreprise. C'est au contraire qu'ils vont énormément sensibiliser en interne, en externe aussi, et puis surtout pousser à des réinvestissements en interne qui seraient là pour le coup vraiment à impact positif. Et c'est possible. Et on a besoin de tous les capitaux culturels, intellectuels, financiers, matériels pour réorienter dans une transition écologique qui soit vraiment radicale, donc qui revienne à la source des maux, non pas extrême. Souvent les deux termes sont rapprochés, amalgamés à tort. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'avoir un objectif vraiment très très clair, et ensuite de se fixer des étapes. Mais ça, du coup, tout le monde peut le faire dans n'importe quel job. Donc tant mieux si vous pouvez changer et être vraiment sur quelque chose qui va être beaucoup plus à impact positif qu'actuellement. Mais si vous ne le pouvez pas, c'est pas pour ça que vous ne pouvez rien faire. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Autre sujet, est-ce que s'orienter vers une carrière à impact positif, c'est réservé aux riches ou du moins aux personnes qui ont quand même un peu de moyens? Je vais rester pour compléter là-dessus. C'est un peu une idée reçue parce que, encore une fois, on peut le faire depuis un bidonville, comme on a commencé Edeni, jusqu'aux plus hautes sphères capitalistes. Tout le monde peut y aller. Après, c'est vrai que dans un contexte français, souvent les exemples qu'on a, par exemple la rénovation énergétique, qui est un des plus gros pôles de consommation énergétique d'un foyer français. 80%, c'est le chauffage et l'air conditionné. Forcément, pour ça, il faut avoir les moyens. Et c'est pour ça qu'on parle tout le temps, en parlant de justice environnementale, de justice économique et sociale. Ça va forcément de pair. On a forcément une question de répartition des richesses. Et on ne peut pas avoir une pensée libérale et donc de dire que tout le monde soit milliardaire, comme un certain monsieur qui commence par M et qui termine par Cron l'avait dit un jour à Station F. C'est juste pas possible parce que cette idéologie de la liberté suprême, que la méritocratie, que tout le monde peut le faire, elle ne fixe pas de limite justement. Et dans une planète aux limites finies, comme le disait Souba tout à l'heure, on est obligé de se limiter et de répartir la ressource. C'est aussi un principe permacole. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus difficile quand la fin de mois et de remplir le frigo est sa première priorité. On va moins s'intéresser à la transition écologique et c'est bien normal et personne ne vous culpabilisera pour ça. Et du coup, d'autant plus, si vous en avez les moyens, allez-y à fond. Souba, Claire, réalité, vous voulez compléter? Oui, j'ai mis réalité dans le sens où, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je reparle de narration, je reparle de visibilité, etc. Ce qu'on visibilise, comme profil, c'est un peu les mêmes personnes. Donc des personnes, comme tu le disais en tout début, blanches, privilégiées, etc. C'est elles qui investissent les sphères à job à impact, la transition, les changemakers, etc. Et donc, du coup, cette visibilité omniprésente, c'est très bien ce qu'ils font, etc. Sauf qu'il y a des manques de rôle modèle. Et donc, du coup, il y a certaines personnes qui peuvent être même les premières concernées, qui sont soit les femmes, parce qu'il faut savoir que pour tout ce qui est dérèglement, changement climatique, les femmes sont impactées de façon disproportionnée. Donc, clairement, on est les premières concernées, d'autant plus qu'on est les plus engagées en plus. Mais celles qui sont le moins visibilisées pour le coup. Et donc ces profils-là, quand on n'a pas des rôles modèles, quand on n'a pas de représentation, forcément on a du mal à se projeter. Donc c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est job à impact, dans la transition, etc., c'est des personnes qui ont le bagage culturel, le bagage économique, les outils intellectuels, etc. Quand je dis outils intellectuels, c'est par exemple avoir fait des grandes écoles, des choses comme ça. Donc savoir bien parler, savoir avoir les outils pour investir ces espaces de pouvoir, de décision, etc., que d'autres n'ont pas en fait. Et donc cette accessibilité fait que il y a une grande catégorie de la population qui n'arrive même pas à se projeter. Donc, il n'y a même pas les mêmes accès à l'opportunité de se projeter là-dedans. Plus, la deuxième chose, c'est les obstacles, je dirais, systémiques. Donc, là, je parlais de femmes, c'est-à-dire dans les profils comme ça, souvent, oui, il y a des femmes, mais quand on le voit, ce sont encore une fois pas celles qui sont le plus visibilisées.
Si on parle, donc, comme tu parlais de riches, avec le prisme de classe sociale, c'est les personnes issues de classes sociales qui viennent aussi de banlieues, etc., ou au-delà du périph' et tout, on ne les voit pas, en fait, dans ces espaces-là. Donc, parce qu'elles sont moins visibilisées et elles ont aussi plus d'obstacles. Donc, liés à la classe, liés au racisme aussi, liés à d'autres discriminations et oppressions. Et donc, qui fait que, il y a tous ces obstacles-là qui font que ces personnes n'arrivent pas dans ces enjeux-là. Et une troisième chose, c'est que, en fait, job à impact, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la définition même? Parce que c'est pas comme si on avait attendu l'urgence climat, le défi climat et tout pour avoir des jobs à impact. On l'a vu pendant le Covid. Et je dis le Covid. L'Académie française, voilà. Ça va. Donc, on l'a vu pendant le Covid. Christiane Taubira disait, qui tenait à bout de bras le pays, c'est bien une bande de femmes. Parce que les métiers à impact, qui paradoxalement sont les moins valorisés par la société, c'est infirmière, c'est institutrice. Voilà, c'est les métiers essentiels, c'est des métiers à impact aussi. Donc, du coup, voilà, c'est aussi cette redéfinition-là. Et donc, je reviens à la narration, à la visibilisation et du coup aux obstacles systémiques. Et on va écouter Claire et on reviendra plus spécifiquement sur le sujet des femmes, justement, dans cette transition juste après. Merci. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais plusieurs choses pour illustrer avec les pépites vertes. Nous, par exemple, on a beaucoup de mal à mettre en lumière des profils qui ne sont pas sortis de grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Tout simplement parce que ceux qui viennent à nous pour témoigner sont des étudiants de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Donc on a créé un pôle chercheuse de pépites qui, de manière proactive, va identifier des parcours pour créer des rôles modèles, mais en tout cas, on a plus de mal. Et parmi les raisons qui expliquent, je pense, c'est parce que en fait, ces jobs-là sont moins rémunérés, moins rémunérateurs, et que du coup, il faut pouvoir se le permettre de sortir de ses études, de sortir de sa formation et de se dire je vais me trouver un job payé 1 500 € alors que ça fait 5 ans que je me forme. Et pour ça, il faut avoir le capital social et culturel, de pouvoir dire à ses parents ça va, et puis d'avoir quand même un appart. Donc en fait, il y a aussi des barrières sur le fait que ces jobs-là sont vachement moins rémunérateurs et donc accessibles uniquement aux personnes plus privilégiées. Alors justement, on va reparler des femmes. S'orienter vers une carrière à impact positif, opérer sa transition professionnelle vers la transition écologique, la transition environnementale et sociétale, est-ce que c'est plus difficile pour une femme que pour un homme ? Bon, très bien. Moi, je suis là pour faire du débat. Je ne sais pas le pourcentage, il faudrait que je fasse la statistique, mais et encore une fois, c'est un peu différent ce que vous parlez de transition, quand moi je parle sur des jeunes qui se sont naturellement orientés vers ces métiers-là. Mais le nombre de nanas qui sont référencées aux pépites vertes, c'est vraiment beaucoup plus grand que le nombre de mecs. Encore une fois, parce que je pense que c'est des carrières moins rémunératrices, donc c'est des trucs dans lesquels on arrive plus facilement à se projeter. On se met moins la pression sur la quantité d'argent qu'on va amasser avec nos premiers jobs. On se sent moins légitime pour demander plus, etc. Et en ça, du coup, je vois beaucoup de femmes dans la transition écologique qui travaillent. Il n'empêche que, et c'est un super podcast qu'on avait déjà fait ensemble avec Souba, celles qui prennent la parole, enfin celles et ceux qui prennent la parole ou qui ont des postes à responsabilité ou qui créent des entreprises, en général, forcément, sont plutôt des hommes. Mais dans les équipes, dans les staffs opérationnels, je vois beaucoup de femmes. Et en ça, je pense qu'il y a quand même une culture, moi je viens plutôt du milieu start-up, assez accueillant. J'ai bossé à Change Now, on était une équipe vraiment très féminine. Et du coup, en ça, c'était assez accueillant en termes de presque safe space. Après, encore une fois, je ne saurais pas parler sur les sujets de transition. Et pour ça, je vous donne la parole. Oui, parce que Souba, ce qui est intéressant, c'est que tu puisses peut-être nous partager ton expérience en entreprise, où quelque part, tu as gravi les échelons jusqu'à un poste de direction. Et je sais pas si tu avais l'intention de prendre comme exemple ton expérience pour répondre en partie. Alors, pas forcément, après, je te laisse répondre plus largement, mais je trouve que ton expérience en entreprise était intéressante aussi. Donc du coup, mon expérience en entreprise, en effet, donc en étant directrice RSE, je le disais tout à l'heure, donc c'était dans l'industrie. Donc
un secteur vraiment dominé pour le coup par le masculin, les hommes. Et en effet, c'était pas facile parce que arrivé dans les instances de pouvoir, j'étais au comité de direction, je vous disais, on n'était que 2 femmes. Comme par hasard, RSE et communication, donc des sujets dits, entre guillemets, en tout cas perçus comme féminins. Et juste au-dessus, en fait, il y a le COMEX, comme toutes les grandes entreprises. Et dans le COMEX, il y avait 8 personnes, 8 hommes. Je crois qu'il n'y a jamais eu, depuis la naissance de cette boîte, aucune femme. Et donc, en fait, on voit ce plafond de verre, finalement. Et donc, du coup, je ne sais pas si cet exemple montre en quoi c'est plus difficile, parce que ce soit la RSE ou d'autres métiers, en fait, c'est le plafond de verre que vivent la grande majorité des femmes, finalement. Mais en tout cas, c'est plus difficile dans le sens... Il y a une anecdote, ça m'a vraiment, marquée, parce que comme ça fait 14 ans que j'avais une carrière de 14 ans dans la RSE en entreprise, au départ, il n'y avait que des femmes. Vraiment que des femmes. En 2006, 2007, 2008, c'était pas valorisé comme on disait, puisque c'est des métiers un peu dans du care, donc l'éthique du care, etc. Donc forcément, c'était pas les plus rémunérateurs, les plus rémunératrices. On n'était même pas dans la stratégie de l'entreprise. Et en fait, plus c'est devenu stratégique parce qu'on parle d'urgence climat, etc. Plus en fait, on a vu les hommes arriver dans ces sphères-là. Donc dès que c'est devenu stratégique, dès que du coup la RSE, ça investit les comités de direction, voire le COMEX, etc., parce que ça impacte, les entreprises ont bien compris que ça impacte en fait leur image, ou même la réglementation les impacte aussi. Donc du coup, dès que c'est devenu stratégique, là on a vu une vague du coup, d'hommes investir ces espaces de pouvoir. Encore une fois, ce que disait Claire, ou a commencé à dire, c'est que les femmes dans nos sociétés, elles sont sociabilisées d'une façon et les hommes sont sociabilisés d'une autre façon. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve vraiment les femmes dans les métiers dits du care, infirmières, puéricultrices, et on l'a vu dans le Covid, c'est les personnes les plus précaires finalement, mais dont les métiers sont les plus essentiels. Donc femmes de ménage, etc., quoi. Et donc, du coup, étant sociabilisé comme ça, dès que c'est devenu stratégique, en fait, on voit qui a investi les espaces. Et en fait, c'est plus difficile, en tout cas dans les entreprises, grandes structures comme ça, d'essayer d'être dans les espaces un peu plus stratégiques. C'était dans ce sens-là. Hélène ? Réalité, parce que en fait les métiers à impact ou travailler dans l'écologie, si tant est que ça veuille dire quelque chose, fait partie du monde, et le monde n'est pas est aussi bien parcouru par le racisme systémique que par le sexisme systémique, que par le plafond de verre, etc. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des écosystèmes où c'est un peu moins pire, on va dire. Mais ce qu'on appelle le putain de facteur humain, le PFH, qu'on doit transformer en merveilleux facteur humain, il est présent partout, et donc il est présent aussi dans les écosystèmes à impact. Donc il y a aussi des systèmes de domination, des systèmes de... Nous, par exemple, on était au RSA à Edeni pendant les 2 premières années. Et à chaque fois qu'on rencontrait des coachs, qui étaient souvent des hommes, ils nous disaient « mais il faut faire des levées de fonds, vraiment, voilà ». Ils disaient « mais vous auriez été une équipe d'hommes, ça fait longtemps que vous auriez pu lever des fonds et avoir des business angels, etc. Mais comme on vous attribue plus du care et plus vous avez envie de faire les choses bien, avec plus d'éthique, donc forcément vous n'allez pas être dans l'objectif de gagner de l'argent, vous avez moins de personnes qui misent sur vous, tout simplement. Donc c'est juste pour ça que c'est une réalité, même si on peut trouver des mécanismes pour amoindrir un peu ces systèmes globaux. Ok, on va tenter de faire bouger les lignes. Je vais vous demander de prendre votre ardoise et de noter 3 enjeux, 3 combats ou 3 points d'attention majeurs de ces prochaines années pour faire avancer la transition professionnelle en faveur des carrières à impact positif, de la transition écologique, etc., dans le bon sens. On va le faire largement, pas forcément focalisé. Alors, 3 enjeux. 3 enjeux. Au global.
Donc, 3 enjeux, 3 combats, 3 points d'attention majeurs de ces prochaines années pour faire avancer la transition professionnelle, la transition écologique dans le bon sens. Si vous deviez remettre votre copie à un certain monsieur qui commence par M et qui finit par Cron, c'est le moment. Je vous rappelle pendant ce temps-là que nous aurons dans quelques instants, juste après on identifiera les pistes d'action justement très concrets, les outils très concrets pour se lancer. Et après on aura notre session questions-réponses, donc n'hésitez pas à réfléchir à quelques questions à leur adresser. Et j'en profite également pour vous informer que cette causerie et donc toutes les causeries qui seront labellisées avec la thématique Impact positif sont en partenariat avec le Media Shift et que toute la semaine sur Media Shift qui est sur Instagram, vous aurez du contenu complémentaire sur justement ce sujet-là des jobs à impact. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà et vous aurez encore une fois accès à du contenu complémentaire sur cette thématique. Donc on a dit 3 points. On remet notre copie à M. Cron ce soir. On a hâte de le découvrir. Je vois les points d'exclamation et le soulignage de Souba. Souba, tu commences, pour la peine. Tu nous montres ? Non, qu'est-ce qu'on doit dire ? On sent de la conviction, là. La copie à Monsieur Macron, alors je suis partie sur du concret, puisque comme il y a urgence à agir, du coup, du concret. Un des enjeux, peut-être vraiment concrètement, c'est les quotas. C'est-à-dire, depuis tout à l'heure, on parle de visibilité des profils, etc. Donc, que ce soit hommes-femmes ou des profils liés aux classes sociales ou des profils liés aux races sociologiques du terme. Donc, il faut vraiment un quota pour favoriser, même si ce n'est pas la solution. Mais vu que c'est une urgence à agir, c'est la plus pragmatique, quoi. Donc, imposer des quotas dans les sphères de décision, dans les sphères de pouvoir, dans les sphères aussi bien médiatiques, politiques, entrepreneuriales, en entreprise, etc. Donc, voilà. Et poursuivre la pluralité des profils, parce que c'est vraiment que comme ça, en fait. C'est autour de ces tables de décision où sont censées se créer, où sont censées se façonner les solutions pour relever le défi climat. C'est là qu'on a besoin de pluralité de profils, de profils différents, de points de vue voire divergents, pour faire émerger des solutions innovantes, quoi. Parce que si c'est les mêmes personnes comme on voit à l'Élysée, hein, Monsieur Macron, en fait, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. S'il n'y a pas des jeunes, s'il n'y a pas des femmes, s'il n'y a pas des personnes issues de classes populaires, issues de l'immigration postcoloniale, issues même, là on parle beaucoup les femmes, mais en fait il y a même les profils liés aux identités de genre, quoi. Si on sort de la binarité, il n'y a pas que les hommes et les femmes, en fait. Donc, en fait, si autour de ces tables de décision, de création des solutions liées au défi climat et liées au job à impact et à la transition, s'il y avait cette pluralité de profils, en fait, on aurait vraiment des solutions innovantes et on comprendrait vraiment le monde tel qu'il est actuellement pour pouvoir en construire un nouveau. Et le troisième, les sous-sous. Oui. On le dit depuis tout à l'heure, comme on est sociabilisés dans cette société, nous les femmes en plus, dans le care. Là, tout à l'heure, Hélène, elle parlait de les obstacles, en fait. Pourquoi on n'est pas plus visibilisés, pourquoi on n'est pas plus dans ces sphères en tant qu'entrepreneuse, etc. C'est aussi, on a des obstacles, clairement. Il y a des statistiques qu'on peut trouver sur Internet où les financements, pour demander un prêt et tout quand on est entrepreneur, et je suis passée par là en plus, on a du mal. Et ça, c'est le sexisme ordinaire, en tout cas. Ou c'est le sexisme systémique. Donc, on a du mal à trouver des financements, on est moins appuyé autour de la famille quand on se dit « Ah, je vais entreprendre » ou « Je vais me reconvertir ». Même dans la famille, les proches vont se dire oh, « Mais tu es maman ». Où est ta famille, ou voilà, et on a toutes ces injonctions aussi qui sont liées à notre genre en tant que femme cisgenre. Donc voilà, tous ces obstacles-là. Et donc le financement, je parle de ça pour, en gros, toutes les organisations qui pallient à ces dysfonctionnements finalement, à ces injustices.
toutes ces organisations, dont les impactrices, qui essayent de mettre du coup en avant et en lumière plus de rôles modèles, plus de profils différents pour dire non, en fait, les femmes peuvent, et toutes les femmes peuvent investir ces espaces-là, qui accompagnent avec des programmes dédiés et qui connectent avec une communauté. Donc voilà, des sous. Et quand même, tu as fini, tu ne l'as pas montré, mais tu as fini par ça, c'est notre projet. Donc, toi... Donc, Claire, toi, présidente. C'est intéressant parce que du coup, on se rejoint. Sur le sujet inclusif, je le redis, c'est très important d'imaginer effectivement d'inventer le monde d'après avec d'autres personnes que ceux qui ont créé le monde d'avant. Donc je vais pas revenir, ça a été très bien expliqué par ma voisine. Un sujet qu'on n'a pas encore trop abordé, c'est l'histoire des indicateurs. On va avoir un problème en fait si on continue à se concentrer sur des indicateurs de performance liés à la croissance économique et au PIB, tout simplement. Donc repenser les indicateurs de réussite, ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit sous-estimer ce sujet du financement, effectivement, puisque je propose du coup d'augmenter le salaire des gens qui font des métiers engagés, de baisser le salaire des gens qui font des métiers polluants. Donc voilà, votez pour moi. Hélène, ton programme ? Non, mais cette question de la rémunération, elle est forcément clé. Nous, on s'est toujours dit que la rémunération est de... Enfin, c'est pas que nous, c'est en lisant Ivan Illich, Murray Bookchin, etc., de se dire que la rémunération, elle devrait jamais être de plus de 1 à 5. Parce que je ne vois pas dans quelle situation quelqu'un mériterait 5 fois plus que quelqu'un d'autre. En fait, Jeff Bezos, il travaille pas, il n'a pas des journées de 122 heures, en fait. Ça n'existe pas. Donc voilà, tout le monde travaille, même quelqu'un le plus flemmard possible. Il ne mérite pas de gagner 5 fois moins que la personne la plus méritante qui va donner le plus, etc. Donc c'est déjà énorme si vous faites vraiment le calcul du SMIC à 5 fois le SMIC, en fait. Donc, du coup, je rejoins la question de la nécessité financière, en fait. C'est une réalité matérielle. On aimerait pouvoir s'en extraire. On aimerait pouvoir être uniquement dans les idéaux de non, mais arrêtons de parler d'argent, parlons de troc, de valeur, etc. Mais ce n'est pas la réalité matérielle du monde dans lequel on vit actuellement. Donc, du coup, des taxes, voilà, il y a celles qui ont été retirées depuis 3 ans, par exemple. Et puis, des lois aussi pour limiter le pouvoir de nuisance. Ou alors on fait du sabotage, mais je veux dire, au bout d'un moment, on peut très bien réinventer tous les éco-villages et tous les métiers à impact qu'on veut. Si la machine à destruction, elle continue à côté, on n'est pas très utile et on va finir par être écrasé aussi. Donc voilà, subvention à l'ESS pour se former et pour transitionner. Pôle emploi, actuellement, c'est quand même un super organisme de financement de l'ESS. Voilà, si vous avez réussi à obtenir une rupture conventionnelle, mais ça suffit pas et c'est pas accessible à tout le monde. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis s'interroger sur les besoins. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, j'ai trouvé ça... Alors que moi, je suis pas du tout citoyenniste. Je crois à l'échelon local, aux communes autogérées, etc. Donc, je crois pas du tout à une solution qui viendrait de l'État. Je pense même que c'est infaisable avec les institutions de la Ve République, en tout cas. Mais néanmoins, il y a eu une organisation, je ne sais pas si vous l'avez suivi, la Convention citoyenne pour le climat, qui a rassemblé 150 personnes tirées au sort et représentatives de la société française. Et je précise pour dire qu'actuellement, il y a la Convention des entreprises pour le climat avec 150 dirigeants qui est le pendant. Ouais. Alors, moins de diversité, forcément, pour les entreprises. Mais du coup, pour les conventions citoyennes pour le climat, il y avait des chasseurs ultra-réac, il y avait des écoféministes, il y avait des jeunes, des vieux, etc. Et même avec des personnes aussi différentes, il y avait des climato-sceptiques, non mais totalement. Et même avec des personnes aussi différentes que ça, ils ont réussi à pondre une centaine de mesures qui étaient toutes très radicales, avec des couvre-feux thermiques, avec des interdictions de prendre l'avion, etc. Parce qu'ils ont compris. Donc moi, je suis persuadée que de mettre en place une dictature verte, on n'y arrivera pas, et en plus, c'est trop néfaste. Enfin, même idéologiquement, je suis plutôt contre ça. En revanche, de pouvoir former les gens et du coup de se dire mais de quoi on a envie ensemble. C'est ton troisième point. Oui. Et du coup, le troisième point, c'est les formations, donc ESS, écologie, santé, éthique, à l'échelon local. Parce qu'il y a le phénomène sociologique qui a été tout à fait étudié, le NIMBY, Not in my backyard,
qui veut dire que en fait, si c'est à côté de chez vous qu'on va mettre en place un abattoir où vous allez entendre les cris des animaux et voir le lisier sortir, personne n'en veut. Pareil pour la centrale nucléaire, pareil pour la centrale de charbon, etc. Quand c'est loin de chez vous, vous en fichez, il y a la corruption qui passe par là, etc. Donc si on reprend un échelon local et qu'on décide collectivement ce qu'on a envie pour un village, pour un quartier, etc., là, ça commence à être vraiment intéressant. Et pour les transitions à impact, pour créer des métiers, de la valeur, etc. aussi. On passe à l'action ? Allez. Je sors la petite boîte à outils trop mignonne. Attention. Ouh là là. On passe à la boîte à outils de la transition professionnelle. Yes. Ok, alors. Oui, j'aurais pu faire un jingle boîte à outils. On peut remettre Jean-Jacques si vous voulez. Les outils, les actions concrètes pour se lancer. Alors, je vais peut-être citer en premier point ton article parce que c'est vrai que tu le disais en introduction, tu as eu beaucoup de messages et finalement, tu as décidé de faire un article. C'est bien ça ? Tu nous en parles ? En fait, je faisais pas mal de coaching un peu personnalisé de jeunes et puis à un moment, je me suis dit quelles sont toutes les questions que je leur pose et j'en fais un article. Et j'ai trouvé 21 questions à se poser pour s'orienter du coup vers un métier qui nous correspond et ça va être des questions très basiques. Par exemple, quelle est la chose pour laquelle mes amis viennent le plus me demander de l'aide ? Si j'avais une baguette magique, quel serait le métier que je ferais dans un an ? On enlève la baguette magique, comment est-ce que j'arrive à ce métier-là, etc. Et du coup, l'article est accessible sur Medium ou sur le site des Pépites Vertes. Et l'objectif, c'est un peu de suivre, et Denis en parle super bien aussi, toutes ces stratégies Ikigai qui permet de se rappeler et d'essayer d'identifier ce qu'on aime faire, là où on est fort, ce dont le monde a besoin, et évidemment, puisqu'on est encore sur ce sujet d'argent, comment on peut être rémunéré pour ça. Et en fait, du coup, j'ai essayé de décrypter ces 4 gros pôles-là en 21 questions, et je serais très heureuse si cet article pouvait continuer à aider des gens, parce que pour le moment, j'ai eu des très bons retours de gens qui ont fait l'exercice, un peu comme un cahier de vacances ou de rentrée, vu qu'on est plus en mode rentrée. Les bons conseils, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui sont avec nous ce soir, qui se demanderaient justement comment elles peuvent s'y prendre, avec quels outils, avec quelles associations, quel contenu ? Alors, je dirais, du coup, pour revenir vraiment à tout ce qu'on a dit durant cette causerie, c'est d'abord s'écouter soi. C'est se connaître soi-même, suivre son intuition, parce que l'intuition, c'est vraiment la partie de soi qui n'est pas encore conditionnée par la société. Donc, c'est vraiment celle qui est la plus logique, celle qui est emplie de bon sens. Donc, vraiment suivre son intuition et se connaître. Et c'est comme ça qu'on va identifier nos valeurs et ça va être notre boussole. Ensuite, du coup, si on a cet objectif de transitionner, c'est s'informer et se former autrement. Donc, du coup, là, on parle d'un média, donc sur les jeunes, etc. Mais il y a des formations comme ceux que propose Hélène avec Edeni, etc. Switch Collectif, Mon Job de Sens. Donc, il y a vraiment des organismes et des médias qui informent et du coup, forment autrement. Et donc, du coup, ça, c'est très, pour le coup, intéressant et nécessaire à avoir pour vraiment transitionner avec en tête le fait de réfléchir et d'agir à la racine du problème, puisqu'on n'a plus que 9 ans pour agir. Et la troisième étape, c'est bien que ça parte de soi, de se connaître et tout, d'agir autour de nous, etc. Mais ces actions-là, elles seront d'autant plus pertinentes si elles sont amplifiées par l'action collective. Donc, rejoindre une association locale, rejoindre les impactrices, une communauté super bienveillante de femmes actrices du changement qui s'entraident. Mais en tout cas, rejoindre un collectif ou une action collective qui nous ressemble et qui rassemble. Parce que c'est qu'ensemble, en fait, qu'on arrivera à relever le défi climat. Donc voilà, ce seraient les 3 points. Merci beaucoup. J'ai pas mieux, c'était parfait. Franchement, bravo, introspection, divergence et collectif. Non mais c'est exactement ça. C'est d'abord se poser la question, en interne de ce qui vous motive, de ce qui vous anime. Et du coup, pour moi, il y a une étape qui est absolument cruciale, c'est vraiment à un moment donné, il faut se nourrir, sortir de sa coquille et de se dire qu'est-ce qui existe ailleurs dans le monde, parce que je vois tellement de personnes qui viennent nous voir et qui disent « Oh, mais
moi j'ai une idée, c'est ça. Et je dis ouais, alors il existe ça. En fait, ils découvrent qu'il y a déjà 10 organismes qui font exactement la même chose. Et c'est pas grave du tout, parce qu'encore une fois, moi je crois beaucoup à l'échelon local et on a besoin de toutes les mains possibles. Donc on peut rejoindre des organismes parce qu'on est plus fort ensemble. Et je pense que souvent on a un peu le mythe de l'entrepreneur, encore une fois à cause d'un imaginaire très néfaste, très destructeur. Mais du self-made man, ça n'existe pas. Un Trump, on l'a présenté tout le temps comme un self-made man. Il a commencé avec 20 millions de dollars et toute sa famille à 20 ans. Enfin, voilà. C'est hallucinant. Et du coup, juste se poser la question de comment je vais me nourrir. Alors, évitons de perdre du temps sur les méandres de Google, mais il y a des structures qui rassemblent des données, que ce soit des médias, que ce soit des groupes de confiance avec des personnes. Voilà. Nous, on a fait une bibliographie aussi, Edeni, qui est accessible gratuitement. C'est 20 pages avec quelques ouvrages, quelques podcasts, qui sont dédiés à la transition écologique. Vous avez des ouvrages aussi, parce que lire, même si tout le monde n'aime pas lire, mais ça permet de prendre son temps et d'avancer. Donc, par exemple, j'ai La convivialité d'Ivan Illich sur les métiers du futur, ça peut être très inspirant. Et puis Liberté et compagnie, pour le coup, c'est plutôt dans l'intrapreneuriat. Donc une fois que vous avez fait cette première phase d'alimentation, on va dire, la deuxième phase, c'est vraiment de parler de votre projet. Non seulement parce que ça vous permet de vous confronter à autrui, d'avoir des retours, et puis même pour vous, c'est ultra empouvoirant. Ça fait un petit engagement envers vous-même. Vous dites, ça y est, j'ai commencé à parler de mon projet de transition. Maintenant, il y a trop de gens qui savent. Je suis obligée d'avancer un petit peu. Et c'est plutôt positif. Et personne ne vous volera jamais une idée. Ça n'existe pas. C'est vraiment le mythe absolu. Il faut vraiment en parler au maximum. Et puis la troisième étape, bien s'entourer, se faire accompagner, que ce soit des structures gratuites, des structures payantes, des structures collectives, des structures individuelles, mais juste de ne pas rester tout seul et de ne pas essayer de réinventer la roue, quoi. Voilà. Pour les personnes parmi nous ce soir qui seraient en entreprise, vous qui avez été en entreprise ou qui intervenez en entreprise, qu'est-ce que vous aimeriez leur donner comme conseil? Des personnes qui ont peut-être envie de rester en entreprise et d'avoir de l'impact dans leur entreprise ou dans une autre entreprise, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Alors, soit de trouver des alliés en interne. C'est pas toujours évident parce qu'elles l'affichent pas en grand sur leur LinkedIn, mais voilà, parfois à la machine à café, etc., de découvrir des alliés avec qui vous pourriez faire évoluer un petit peu votre poste ou vous rapprocher de cette transition écologique. Et si vous trouvez pas suffisamment d'alliés en interne, essayez de faire intervenir une structure externe qui va jouer un peu le rôle du bad cop, qui va dire les choses qui fâchent que vous ne pouvez pas vous permettre en interne et qui va faire bouger un peu les choses. Donc souvent, c'est des boîtes soit de conseils, soit de formation comme nous, Edeni, ou des fresques du climat. Mais il y a aussi parfois des associations qui le font si vous avez vraiment zéro budget. Nous, on intervient aussi dans des TPE ou dans des lycées ou des trucs comme ça. Donc voilà, essayez de se trouver des alliés, restez pas seul parce que sinon, forcément, vous allez être black goat, quoi. Vous allez être la personne relou qui n'est pas contente, qui veut parler de zéro déchet ou d'écoféminisme ou de racisme systémique en interne. C'est compliqué de mener une bataille comme ça dans les entreprises actuellement tout seul, quoi. Oui, pardon, vas-y. En fait, oui, j'avais un peu la même... Ouais, c'est vrai. C'est parce que aussi, c'est les mêmes activités qu'on propose chez les impactrices. Alors, tu parles d'alliés, mais c'est vrai que nous, on parle de communauté. C'est-à-dire que, par exemple, au sein des impactrices, dans nos membres, il y a plein de personnes qui sont soit responsables RSE ou en tout cas qui ont un job déjà dans la RSE ou dans l'impact, mais d'autres personnes qui sont juste salariées, mais qui aimeraient faire bouger les lignes. Donc, nous, on les appelle des intrapreneuses, qui aimeraient faire bouger les lignes en entreprise. Et en fait, le fait de s'entraider, du coup, pour te compléter, de s'entraider déjà entre nous, de s'empouvoirer entre nous, ça c'est déjà puissant et fort. Et donc, du coup, d'échanger les tips, les conseils, ou même juste du soutien, ça c'est hyper fort. Et en plus, on ne nous a pas habitués à la sororité. D'ailleurs, notre devise, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. Donc entre frères, les liens entre frères, c'est pas solidarité, c'est encore moins sororité puisque ça n'existe même pas dans le dictionnaire. Mais on nous a pas habitués à ça. Donc vraiment, on trouve une puissance à s'entraider et à s'entraider en plus entre femmes. Merci beaucoup. Non, je rajouterai rien, c'était parfait. J'aimerais qu'on puisse donner la parole et peut-être le micro à Emma. Emma, n'hésite pas à enlever ton masque parce que je sais que c'est pas facile de parler avec un masque de manière audible. Emma, tu as 25 ans, 25 ans. 25, c'est ça.
tu viens d'intégrer il y a 6 mois pour ton premier poste fixe, l'entreprise donc TerraCycle. Est-ce que tu peux peut-être partager avec nous, je rappelle que tu es une pépite verte, que tu es venue avec Claire, est-ce que tu peux partager avec nous, toi, ton propre cheminement, ta propre trajectoire, et pareil, si tu as des conseils à donner aux personnes qui sont là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? D'accord. Me lever. Bon, merci. Ça sera peut-être plus agréable, merci. Tout chaud, on est bien aussi de ce côté. Bonsoir. Alors moi, pour expliquer un petit peu mon cheminement, donc c'est vrai, en effet, c'est mon premier poste là dans une entreprise à impact, TerraCycle, dans la gestion des déchets. Et en fait, c'est ce que je voulais depuis des années. J'ai eu un déclic au lycée en tombant sur une vidéo YouTube de Seven Suzuki, une Canadienne qui, à l'âge de 12 ans, interpellait les dirigeants au sommet de la Terre à Rio, en 1992. Et donc voilà, j'ai vraiment pris conscience des problématiques environnementales. Et j'ai voulu, lorsqu'il fallait choisir mes études en terminale, j'ai vraiment voulu... je me suis dit, OK, je vais bosser 8 heures par jour minimum pendant 40, 50 ans. Donc je vais produire quelque chose en travaillant, autant avoir un impact positif. Et comme j'ai eu cette prise de conscience environnementale, je me suis dit, OK, on va faire dans ce domaine-là. Et donc j'ai voulu étudier en fait des choses qui me permettraient de comprendre comment fonctionne la société, l'économie, les entreprises, parce que j'ai compris que les problématiques environnementales n'étaient pas forcément prises en compte, souvent à cause d'enjeux économiques. Voilà, donc je me suis lancée là-dedans dans un bachelor en langue et commerce et un master en management international pour également allier ma passion pour les langues. Et donc j'ai étudié un peu dans plusieurs pays, mais tout en ayant ce prisme de problématiques environnementales, en essayant de m'éduquer à côté, parce que mes études n'étaient vraiment pas directement en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc la preuve, c'est possible d'effectuer une transition pour ceux qui y pensent aujourd'hui. Voilà, donc après j'ai découvert le développement durable, la RSE, l'entrepreneuriat social. Voilà, donc j'ai été très, très inspirée durant mes études. Voilà, je savais que je voulais vraiment intégrer une structure à impact. Après, c'est vrai que j'ai quand même été aidée. Donc j'avais ces envies, mais même en ayant ces envies dès le départ, c'est pas évident, parce que parfois on va nous dire, des professeurs vont nous dire non, mais c'est assez utopique, ou c'est pas très smart, on gagne pas beaucoup d'argent, et évitez s'il vous plaît. Moi aussi j'ai tenté, mais ça n'a pas marché. J'ai été très déprimée quand on m'a dit ça, il y a 1 an ou 2, et finalement ça m'a poussée à vraiment continuer dans cette voie. Et voilà, après, des conseils que je peux donner, c'est vraiment de... Alors déjà, moi, il y a Ticket for Change. Je trouve que c'est une entité qui est vraiment très chouette. J'ai fait un week-end d'exploration avec eux. Et ça permet aussi d'identifier les enjeux déjà qui nous sont chers. C'est important déjà. Et ensuite, ça nous encourage à poursuivre cette voie si on le souhaite, soit de l'entrepreneuriat, soit de l'intrapreneuriat, qui peut être peut-être plus simple déjà au début. Après, franchement, le conseil, ou en tout cas, moi, ce qui me plaît, ce qui m'a aidée, c'est d'être à fond sur LinkedIn et d'ajouter tous les gens que je trouve inspirants, toutes les entités que j'adore. Je vous suis toutes, plus ou moins. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis là, aujourd'hui, je suis là et j'ai aussi... j'ai réalisé mon rêve, en tout cas, d'avoir un premier poste à impact. Donc voilà, j'en suis qu'au début et j'espère bien continuer. Mais voir, en fait, ce qui se fait, qui est là, qui est dans ce domaine qui nous intéresse, quelles sont les structures, nous donner des idées et s'inspirer. Honnêtement, sans l'inspiration des gens qui sont déjà dans le domaine, c'est difficile. Voilà. Pardon, oui. Alors, je suis coordinatrice de projet. Donc là, précisément, je travaille sur un projet de collecte et de recyclage de couches usagées pour bébés. Pas glamour, mais bon, 5 à 6 000 couches par bébé, ça fait beaucoup. Voilà. Et donc, tu as rejoint le club Les Pépites Vertes. C'est ça, la semaine dernière.
Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce que tu en attends? Enfin, qu'est-ce que tu attends du club des Pépites Vertes fondé par Claire? Alors, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de continuer à être justement à proximité de toutes les personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets que moi, qui font des choses, qui ont peut-être plus d'expérience que moi, plus de connaissances, et d'être inspirée et de... Voilà, je pense que c'est très important, et parce que j'aimerais continuer à devenir de plus en plus experte aussi sur ces sujets. Et je pense qu'il faut vraiment s'entourer, créer des partenariats, des choses comme ça. Voilà. Merci. Toi, Claire, tu t'es rapprochée d'Emma pour son entreprise dans laquelle elle travaille, ou pour le poste, ou pour le fait qu'elle représente son parcours? C'est intéressant. Jamais tu changes d'entreprise, est-ce que tu as encore une Pépite Verte? Oui. En fait, au Pépites Vertes, du coup, on recrute des jeunes salariés de la transition, engagés pour la transition écologique. Donc, le critère, c'est d'être sorti d'études il y a moins de 4 ans et d'être dans une structure, soit dans une structure engagée, donc TerraCycle, c'est à peu près essentiel, soit d'être dans une structure qui est en transformation sur un poste, du coup, de RSE ou de transformation. Et comment est-ce qu'on mesure si la pépite est une pépite? On demande des actions concrètes qui ont été menées sur la dernière année et dans quelle mesure est-ce que c'est inscrit dans la fiche de poste. Et ensuite, comme l'adhésion est annuelle, on refait le point tous les ans. Voilà. Moi, j'avais une question. Tu parlais Emma, tu parlais de former à côté de tes études sur des sujets reliés à la transition écologique. Est-ce que tu avais des sources qui t'ont marqué, qui ont été particulièrement intéressantes et qui t'ont particulièrement appris des choses? Alors, je pense que là, j'ai rien qui me vient en tête de sources particulières, mais je dirais regarder sur les MOOC. Je pense que c'est vraiment pas mal, dans le sens où on peut le mettre également sur LinkedIn. Il y a une certaine valeur. Quoi d'autre? Après, justement, au niveau éducation, je trouvais que... je viens de réaliser ça en étant encore plus engagée dans des associations. Je trouve qu'on apprend encore plus rapidement. Et voilà, on va bien plus loin en ayant des actions concrètes avec des associations, en rencontrant des gens par ce biais-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment un conseil également. Et puis, la base, c'est rencontrer des gens... comme vous disiez, parler aussi de son projet en permanence pour attirer des idées. Je vous propose qu'on prenne... n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Hélène, à Emma, à Souba ou à Claire. Elles sont là pour ça, à votre écoute, pour y répondre. La parole est à vous. Ça se fait pas de la poser, mais vous avez quel âge? On le sait. Les filles, je sais moins. Je ne vais pas jouer à quel âge tu me donnes. J'ai 31 ans. 31 ans 34. 87, donc j'ai 34. Et c'est un commentaire et une question aussi. Dans la question de la transition, l'entamer, plus on avance, plus on met peut-être des choses un peu en péril, donc c'est plus compliqué. Je suis bluffée par votre maturité. Après, je pense qu'à 30 ans, vous êtes plus mature, mais je suis également bluffée par vous. Mais 25 et 26 ans, c'est assez bluffant. Bon, je repense à moi, 26 ans, clairement, je n'étais pas là-dedans. Et donc, c'est un peu impressionnant, je trouve, à 34 ans, quand on veut faire cette transition, de se dire, en fait, il y a déjà tellement de choses, tellement de petites nanas, principalement dans ce secteur, qui proposent des choses. Comment je peux être utile? Je suis un peu obsolète, quoi. C'est idiot, je sais que ce n'est pas vrai. Mais il y a un peu cette sensation qu'on est un peu out d'un système où vous avez grandi avec ça. Toi, en terminale, tu as dit, moi j'ai voulu bosser là-dedans, mais en terminale, non, je n'étais pas dans ce genre de réflexion. Donc, je sais pas, il y a un côté un peu, je sais pas qui à quel âge dans la salle. Est-ce que je peux juste... Bien sûr, vas-y Claire. Je voudrais rebondir avec 2 choses. La première chose, c'est qu'on me le renvoie de plus en plus. Donc, ça fait 2 semaines qu'on a créé le club. Il est effectivement exclusif dans le sens où la communauté est très petite. J'ai envie d'aider cette communauté parce que elle me représente et c'est celle avec laquelle je me sens la plus légitime d'accompagner. Mais du coup, à l'inverse, je suis toujours un peu triste quand je me rends compte que ce qu'on renvoie est un peu négatif pour les gens qui ne veulent pas être intégrés dans la communauté, etc. Donc, c'est pas vraiment négatif.
Non, mais en tout cas, je l'entends de plus en plus et je pense que le but, c'est de pouvoir réfléchir comment est-ce que ces micro-générations arrivent à construire ensemble, d'une part. L'autre part, c'est que je comprends à 1000% ce que tu ressens parce que pendant le premier confinement, et ma meilleure amie est là, donc elle peut témoigner, il y avait Camille Etienne, il y avait Stécie Agrin qui a fondé Pensez la Vraie, il y avait Lou, enfin plein de nanas de Sciences Po qui étaient en train de créer plein de trucs. Et moi, je me sentais vraiment nulle, en fait, en comparaison. Et en fait, je pense qu'on a ce truc un peu genre habituel de se comparer aux autres, de ce qu'ils font, etc. Et en fait, je me suis dit, mais ces meufs-là qui bougent et tout, comment je fais pour les aider? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour les aider? Et c'est en ça que les pépites sont nées. C'est avec des pépites que les pépites sont nées. Donc, à un moment, je me suis dit, soit ces filles-là, je les déteste parce qu'elles sont trop stylées et que je me sens naze, soit ça devient mes potes. Et du coup, j'ai pris l'option pote et du coup, est née la communauté des pépites vertes à la suite. Donc, je te comprends à 100% et je propose qu'on soit amis plutôt qu'ennemis, du coup. Non, je plaisante. Non, mais bien sûr. C'est une petite de 25 ans. Bien sûr. En fait, c'est juste, c'est très perso, quoi. C'est une forme de complexe de dire qu'est-ce que moi je peux leur apporter aujourd'hui quand tu viens d'une entreprise classique, ou tu es intrapreneur, ce genre de choses en fait. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est on peut tous apporter quelque chose, mais du coup, c'est un peu la question il y a tellement de choses, ça peut être oppressant, et je trouve que c'est assez rassurant ce soir. C'est agréable comme moment. Et clairement, moi, je comprends aussi ta question dans le sens où, moi aussi, quand je vois des jeunes pépites, etc., je fais « Oh là là !» Tout à l'heure, quand tu m'as dit ton âge, on s'est regardé avec Hélène. « Oh là là, elle nous a mis une claque, là !» Mais je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi ces générations-là, on apprend beaucoup d'elles parce qu'elles ressentent cette urgence à agir. Je suis convaincue, et c'est pour ça que je parle de pluralité des profils, etc., comme le reflète la Convention citoyenne des citoyens, Convention citoyenne du climat, je veux dire, qui est que, en fait, elles ont une expérience différente, elles ont plus d'urgence à agir, etc. Et du coup, elles regardent le monde, elles ont une manière de réfléchir qui sont différentes, etc. Mais nous, on a aussi notre place parce qu'on a une expérience différente. Et même à travers nos âges, à travers nos parcours, etc., on a des expériences différentes et on a besoin aussi de ce potentiel intellectuel et créatif. Et dans notre asso, en fait, du coup, pour le coup, la moyenne d'âge, on a du mal à avoir des pépites. Du coup, on a du mal à avoir les plus jeunes. Et c'est plutôt ces sphères-là, enfin ces âges-là, où du coup, c'est déjà des personnes qui ont entamé leur carrière professionnelle, mais qui se posent la question soit d'intraprendre dans leur entreprise, soit de chercher un autre boulot, soit peut-être entreprendre. Ou même être salarié, mais entreprendre au sens large, c'est-à-dire créer un média, un podcast, etc. C'est ça quand je parle de projet à impact. Et en fait, quand elles viennent dans notre association, la première chose, et Hélène le disait aussi, c'est du coup, qu'est-ce que tu veux vraiment? En fait, il y a des ateliers pour... donc, on a cité l'outil Ikigai, qu'on a aussi chez les impactrices, mais se connaître soi-même. Et ça, à 35 ans, à 25, à 55 ans et 60 ans, en fait, le fait de se connaître, de faire cette introspection et après, du coup, OK, ça, c'est mes valeurs, c'est les enjeux sur lesquels je vais me battre, c'est ton objectif, comment tu vas l'atteindre? C'est du coup accessible pour tous. Et juste pour terminer là-dessus, on a un comité scientifique dans EDENI et du coup, on travaille beaucoup sur le déterminisme social et aussi sur la manière dont fonctionne notre cerveau pour pouvoir mieux accompagner les personnes avec des neuroscientifiques du CRI, donc du Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Et on voit que, justement, ce dont on parlait tout à l'heure avec les biais cognitifs au bout d'un certain âge qui nous pétrissent un peu dans nos convictions et on est surtout sur des biais de confirmation. En réalité, c'est aussi de l'expérience qu'on peut apporter et de la tranquillité et de la sagesse. On le voit beaucoup dans les associations. Il y a le biais du jeune militant où tu arrives tout feu, tout flamme, tu as l'impression que tu vas tout révolutionner, etc. Et tu fais beaucoup d'erreurs. Et du coup, la sagesse dans les milieux militants, c'est aussi d'écouter les vieux de la vieille qui ont déjà fait 100 manifs, qui ont déjà vu toutes les oppositions féministes passer entre les libérales, les abolos, les tout ça, machin. Et en fait, c'est des guerres de chapelle. On a l'impression que c'est tout nouveau, alors que ça a toujours existé et que même ça a un nom scientifique. Ça s'appelle une dispute intellectuelle. Et dans tout mouvement, il y en a. Et c'est ultra enrichissant. Et donc, nous, par exemple, dans l'équipe EDENI, dans le collectif, on a une différence d'âge de 15 ans entre la plus jeune et la plus âgée. Et encore, c'est pas assez.
Enfin, nous, on aimerait trop d'avoir des personnes plus âgées qui nous apportent une assise, de la confiance, voilà, on peut faire comme ça, et puis discuter parfois avec des gens aussi où on a du mal à discuter avec eux quand c'est une personne de 60 ans d'un COMEX en face de nous. Pour le coup, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que plus tu es jeune et plus tu te sens illégitime et plus tu te sens un petit peu démuni. Et c'est très bien, d'ailleurs, d'avoir cette humilité et de se dire qu'est-ce que je vais apprendre la vie à quelqu'un, un peu comme une blanche va apprendre avec le complexe du white savior, etc. Voilà, donc à chaque fois, c'est bien de se nourrir de cette pluralité, de cette diversité. Je pense que vraiment, il y a de la place pour tout le monde, du moment qu'on parle avec honnêteté. Et c'est peut-être juste ça pour moi, c'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de déconstruction et à quel point tu es capable de remettre en cause tes privilèges. Merci. Si je peux juste ajouter quelque chose, si j'ai un moment de temps. Juste pour vous rassurer, moi déjà je suis impressionnée également par vous, donc chacun est impressionné. Voilà. Non mais c'est vrai. Et à 25 ans, justement, en fait, moi aussi je me sens en minorité en fait dans cette envie que j'ai eue. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais rejoindre plusieurs réseaux, donc ce réseau notamment le Club des Pépites Vertes, pour ne pas me sentir seule. C'est assez important au final, donc on a chacun ces sensations-là, j'ai l'impression. Voilà. Non, vraiment. Et pour essayer de légitimer un petit peu cette envie. Et après, je me dis que justement, quand on a été dans une entreprise, pas nécessairement à impact, comme sans doute tu l'as fait, je pense que justement, on a des compétences et des connaissances vraiment intéressantes et importantes. Et c'est une super base pour après transitionner, je trouve. Voilà. J'adore cette sororité. Est-ce qu'il y a une autre question, je crois Oui, je t'ai mis, pardon, je t'en prie. Perso, j'ai été sollicitée récemment par une grosse entreprise qui me proposait un super job, directrice de la stratégie, voilà, ça vend du rêve et tout. Et puis à mon âge, je me dis c'est top, je vais peut-être pouvoir intégrer un comité de direction enfin. Et puis en fait, 2 heures avant l'entretien, j'annule l'entretien parce qu'en fait, je me rends compte que cette entreprise-là ne correspond pas à mes valeurs. Et donc il y a un gros sujet. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai été sollicitée pour ce job-là ? Est-ce que parce que beaucoup de gens l'ont refusé compte tenu de la réputation de cette entreprise-là ? Ou alors, est-ce que finalement, non, c'est juste pas mes valeurs et du coup, être dans un impact positif et responsable, c'est aussi d'avoir le pouvoir de dire non à ce genre d'entreprise-là. Et du coup, je me suis interrogée et puis finalement, j'y suis pas allée à cet entretien-là. Et puis ce matin, il y a eu un article sur cette entreprise qui est maintenant poursuivie en justice pour travail dissimulé, etc. Donc, j'ai envoyé ça à tous les potes qui m'ont dit « Mais pourquoi t'as pas postulé à ce super job qui t'apporterait beaucoup d'argent ?» Et je leur ai dit « J'ai juste écouté mon instinct et je pense que pour le coup, en moins d'1 semaine, il a prouvé qu'il fonctionnait. » Et là je m'en remets à vous en me disant « Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? Est-ce que finalement, j'ai bien fait de refuser d'y aller parce que de prime abord, ça ne correspondait pas à mes valeurs ? Ou alors, finalement, est-ce que j'intègre le système, entre guillemets, pour mieux le convaincre de l'intérieur et est-ce que, finalement, j'aurais dû y aller pour essayer de prouver à cette entreprise qu'il y avait d'autres moyens de faire du business et d'avoir un business plus responsable ? Et en fait, c'est un peu le sujet, parce que j'étais hyper fière de dire non à ce genre de boîte, à ce genre de job. Mais finalement, ça veut dire que ça va laisser cette entreprise-là dans un état qui n'est pas forcément responsable et peut-être que j'aurais pu y apporter une empreinte plus positive à ma faible compétence sur les sujets, mais voilà. C'est vraiment... On parlait d'instinct, c'est intéressant parce que tu parles... Oui, justement, ça résonne, voilà, ça résonne en toi. C'est hyper important, donc voilà, je sais pas, tout à l'heure tu évoquais que tu avais des amis qui travaillaient chez EDF et qui effectivement sabotaient des projets, etc. Est-ce que finalement j'aurais dû y aller pour saboter le projet ou pas ? Il y a une phrase, un motto qu'on se répète tout le temps dans ces cas-là chez Denis, c'est « Est-ce que je suis dans le compromis ou dans la compromission ?» Des compromis, oui. Des compromissions, non.
la limite, il n'y a que toi qui peux le savoir, que ce soit l'intuition, que ce soit une épreuve de fait, de matériel. Si tu te retrouves dans une entreprise généralement ultra toxique, en fait, c'est pas toi toute seule qui va arriver et qui va la sauver de l'intérieur. La preuve, enfin franchement, vu ce qui est sorti, tu vois, il y a quand même pas grand-chose, pas grande entreprise toxiques qui sont poursuivis en justice. Donc là, si c'est le cas, c'est que ça doit être vraiment compliqué de se dire que tu aurais pu faire quelque chose de l'intérieur et tu aurais certainement été en trop grande dissonance. Mais parfois, c'est pas le cas. Donc c'est compliqué de le savoir avant. Il faut aussi se connaître, savoir ses limites, s'entourer de personnes qui vont nous aider dans ce choix. Moi, on m'avait proposé d'être députée des Français de l'étranger en Argentine, enfin pour tout le Sud, mais c'était pour un fameux M. Macron. Et moi, je ne connaissais pas du tout. J'étais politisée, forcément, parce que dès qu'on s'intéresse à des enjeux de transition, on est forcément politisé, mais j'étais apartisane totale. Aucun parti, et c'est toujours le cas. Et du coup, pourquoi pas, ok, de me dire la première écoféministe végane qui va arriver à l'Assemblée, bim, qui va poser sa gourde, etc. Et en fait, j'ai eu trop peur de moi parce que je me suis dit, j'en ai tellement chié dans ma vie que je vais arriver sous les dorures de la République et en fait, je vais me faire absorber par le système. Je vais gagner 5 000 € par mois, je vais avoir les vols en première classe, moi qui adore voyager, alors que j'avais pris la décision de ne plus prendre l'avion, etc. Et en fait, je me suis fait peur à moi-même. Et franchement, j'ai fait une dépression à la suite de ça, en sachant qui avait pris ma place. Parce qu'ils recherchaient vraiment une jeune femme de moins de 30 ans, franco-argentine. Enfin, voilà. Donc, ils ont pris un peu le corollaire, mais vraiment horrible. Enfin, une personne vraiment horrible qui fait n'importe quoi. Et j'ai regretté au début. En fait, maintenant, plus du tout. Et je vois que c'est très, très compliqué de faire changer le système de l'intérieur quand les institutions sont autant pourries, etc. C'est ce qu'avait dit Nicolas Hulot. Enfin, si même lui a rien réussi à faire, je vois pas ce qu'une petite députée sur 577 peut faire, donc je regrette pas du tout. J'espère que tu ne regrettes pas. Ouais. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de, enfin il y a pas de vraie raison. De suivre son instinct. Ouais. Moi, je peux peut-être juste compléter. Oui. Oui. S'il y a d'autres questions. Et en fait, ce que je vous propose, je te laisse compléter et après, on a un petit cocktail où vous allez pouvoir continuer d'échanger avec nos invités. Je te laisse compléter. Oui, c'est très rapidement, bien sûr. Je complète vraiment tout ce qu'elle a dit, Hélène. C'est ça, c'est ton instinct, c'est tes valeurs. C'est pour ça que je disais depuis tout à l'heure, il faut se connaître soi. Parce que c'est en connaissant nos valeurs, en se connaissant nous, quoi, que c'est notre boussole. Et ça va être notre boussole vraiment pour se dire, ah là, c'est vraiment contre mes valeurs, je peux pas, il faut que je dise stop, etc. Et en fait, ça, c'est tout le temps. Enfin, moi, il y a très récemment, j'étais invitée, enfin, on m'a sélectionnée pour un TEDx. Je suis oh super, mais je pensais pas et tout. Et on comment presque. Non, mais c'est pas ça. C'est que en fait, donc j'ai fait la première phase de sélection et après on m'a demandé, oui, mais alors du coup, ok, je comprends que vous voulez parler, votre message que vous portez, c'est parce qu'il faut pitcher une idée. Et moi, du coup, c'est le message que je vous porte à vous. Hein. C'est vraiment que les femmes investissent les sphères de pouvoir, les sphères de décision, ou quitte à ramener leur propre chaise ou à créer leur propre sphère, quoi. Mais en fait, comme on est premières impactées, on est aussi les plus engagés, on devrait être beaucoup plus représentés dans ces sphères qui façonnent en fait le monde. Et donc, du coup, la personne, enfin le TEDx en face, le jury, dit oui, c'est un peu trop politisé, et les hommes dans tout ça, etc., etc. Et alors, je vais quand même chercher le compromis, lisser, polisser, etc. Bon, je réécris mon pitch, et je fais, mais il n'a plus rien à voir avec ce que je voulais, mais bon, je veux quand même faire le TEDx, quoi. J'ai cette bataille dans l'esprit, quoi. Et donc, du coup, je repitch le truc, et finalement, en fait, au moment où ils hésitaient, et au moment où j'ai pitché devant le jury, je fais, c'est pas moi. En fait, c'est plus moi. Je pouvais plus parler de l'empouvoirment des femmes. Tout le moment qu'on a eu aujourd'hui, en fait, ça les gênait trop. Parce que... dans leur esprit, ils sont où les hommes? Ça veut dire que vous êtes excluants, nous on peut vous aider, etc. L'universalisme, etc. Et en fait, sur le coup, je fais non, mais je préfère ne pas le faire. Et en fait, ça peut être pour un métier, mais ça peut être pour tout.
une fois qu'en fait on a nos valeurs, etc., c'est toutes les opportunités qui se présentent à nous. Est-ce qu'on est à l'aise, etc. Et c'est ça aussi la puissance de la sororité, du collectif et tout, parce qu'en parlant autour de moi, les autres m'ont aussi, comme on vient de faire là avec toi, dit « Non, mais en fait, t'as raison. » ça se voit au moment où tu poses la question. Ouais. C'était même pas une question, en fait, quand tu l'as posée. J'ai bien fait, ben oui, en t'écoutant, en tout cas. Je l'ai senti profondément, et c'est pour ça que c'est hyper important de dire que l'instinct, il parle pour tout le monde, mais il faut savoir l'écouter. Dans un monde où on nous a pas appris à l'écouter, exactement. Et dans une société où on court après le temps, et donc on n'a vraiment pas le temps de l'écouter. Et c'est pour ça que j'ai dit, je reviens, intuition, instinct, etc. C'est vraiment la base. Alors justement, en parlant de temps, je vous propose qu'on se prenne le temps d'un petit moment entre nous, qu'on poursuive cet échange juste à côté. Avant, c'était important pour moi déjà de remercier sincèrement, de tout cœur, toutes les trois pour votre présence, toutes les quatre pour votre présence aujourd'hui. Pour la petite minute auto-promo, Claire, aka Claire l'Éclair, vous pouvez la suivre via son média, Les Pépites Vertes et également le club. Suivez son actu, abonnez-vous à ses pages sur les différents réseaux. Elle a également un site. Souba, rejoignez les impactrices, allez voir ce que fait Souba avec les impactrices. Et également Edeni, c'est plein d'actions incroyables. Je vous invite vraiment à suivre déjà ce qu'elles font chacune et puis à les suivre tout court. Et puis Emma, nous on va te suivre aussi. Je précise que demain justement sur Shift, on fera un post où on mettra en lumière 3 pépites vertes dont Emma. Petit point programmation pour le prochain rendez-vous du campus, ça sera la semaine prochaine. On parlera d'un sujet qu'une ici connaît bien puisqu'on parlera du flow. Et comment trouver son flow. C'est un atelier. Les ateliers, je rappelle, sont un format payant. Et le flow, pour mémoire, c'est un peu, on va dire, l'alignement absolu. Parfois, on parle même de moments d'extase. Donc, on va vous aider avec Céline Deléo à trouver votre flow dans un atelier d'1h30. N'hésitez pas à vous inscrire. Il reste quelques places, peu de places, mais voilà. Merci. Merci à vous. Je vous propose qu'on passe à côté.